Chapitre 10. Le cognard fou. Depuis le désastreux épisode des lutins, le professeur Lockhart n'avait plus amené de créatures vivantes en classe. Il se contentait de lire des passages de ses livres à ses élèves en reconstituant les scènes qui le mettaient le mieux en valeur. Il demandait habituellement à Harry d'être son partenaire dans ses mises en scène. Harry avait ainsi dû jouer successivement le rôle d'un villageois de Transylvanie que Lockhart avait guéri d'un sortilège de babillage, d'un yéti atteint d'un refroidissement et d'un vampire qui n'arrivait plus à manger autre chose que de la laitue depuis que Lockhart s'était occupé de lui. Ce jour-là, Harry fut chargé d'interpréter devant toute la classe le rôle d'un loup-garou. S'il n'avait pas eu une excellente raison de mettre Lockhart de bonne humeur, il aurait certainement refusé. « Très bien, ce hurlement, Harry. C'était exactement comme ça. Et ensuite, vous me croirez si vous voudrez, j'ai bondi sur lui, comme ceci. Je l'ai plaqué à terre, comme ça, d'une seule main, et j'ai réussi à l'immobiliser. Et avec mon autre main, je lui ai mis ma baguette magique sur la gorge. J'ai alors rassemblé mes dernières forces et je lui ai jeté un sort extrêmement complexe qu'on appelle le sortilège d'Obomorphus. Il a poussé un petit cri pitoyable. Vas-y, Harry, plus fort que ça. Très bien, sa fourrure a disparu, ses crocs se sont ratatinés et il a repris sa forme humaine. Simple mais efficace. Et voilà comment, une fois de plus, tous les habitants d'un village se souviendront éternellement de moi, comme du héros qui les a délivrés de la terreur que faisait peser chaque mois l'abominable loup-garou. La cloche sonna pour annoncer la fin du cours et Lockhart se leva. Voici le sujet de votre prochain devoir. Vous composerez un poème racontant ma victoire sur le loup-garou de Wagga Wagga. L'auteur du meilleur poème recevra un exemplaire dédicacé de moi, le magicien. Prêt, murmura Harry. Allons-y, dit Hermione. Elle s'approcha du bureau de Lockhart, un morceau de papier serré dans sa main. Harry et Ron se tenaient derrière elle. Professeur Lockhart, balbutia Hermione. J'aurais voulu prendre ce livre à la bibliothèque, simplement pour ma culture générale. La main un peu tremblante, elle lui tendit le morceau de papier. L'ennui, c'est qu'il se trouve à la réserve, alors j'aurais besoin d'une autorisation écrite d'un professeur. Je crois que ce livre m'aiderait beaucoup à mieux comprendre ce que vous avez écrit dans Vadrouille avec les Ghouls, au sujet des venins à action lente. Ah, Vadrouille avec les Ghouls, s'exclama Lockhart en prenant le papier avec un large sourire. C'est peut-être mon livre préféré. Il t'a plu? Oh oui, répondit Hermione avec enthousiasme. J'ai adoré le chapitre où vous racontez comment vous avez attrapé une goule avec une passoire à thé. Je suis sûr que personne ne m'en voudra de permettre à la meilleure élève de l'école d'accroître ses connaissances, dit chaleureusement Lockhart en prenant une énorme plume de paon. Ron parut scandalisé, mais Lockhart crut voir dans l'expression de son visage une réaction admirative. Elle est jolie, n'est-ce pas? Lui dit-il. D'habitude, je m'en sers pour dédicacer mes livres. Il griffonna une énorme signature en lettres rondes sur le papier que lui avait donné Hermione et le lui rendit. Alors, Harry, dit Lockhart, tandis qu'Hermione repliait fébrilement le papier et le fourrait dans son sac. Demain, c'est le premier match de Quidditch de la saison, je crois. Gryffondor contre Serpentard, c'est ça? J'ai entendu dire que tu étais un joueur efficace. J'ai moi-même joué au poste d'attrapeur. On m'a proposé d'entrer dans l'équipe nationale, mais j'ai préféré consacrer ma vie au combat contre les forces du mal. Si jamais tu as besoin de quelques conseils, n'hésite surtout pas à m'en demander. Je serais ravi de faire profiter de mes connaissances un joueur encore débutant. Harry laissa échapper de sa gorge un bruit indéfinissable, puis il sortit de la classe derrière Ron et Hermione. Je n'arrive pas à y croire, dit Harry. Sur le chemin de la bibliothèque, tous trois contemplaient d'un air ébahi la signature sur le papier. Il n'a même pas lu le titre du livre qu'on voulait. C'est vraiment un parfait crétin, dit Ron. Mais on s'en fiche, on a eu ce qu'on voulait. Ce n'est pas un crétin, protesta Hermione d'une voix aiguë. Ça, c'est parce qu'il a dit que tu étais la meilleure élève de l'école. Ils se turent en pénétrant dans l'atmosphère feutrée de la bibliothèque. Madame Pince, la bibliothécaire, était une femme maigre et irritable, qui avait l'air d'un vautour famélique. « Les potions de grand pouvoir ?» répéta-t-elle d'un ton soupçonneux, en essayant d'arracher le papier des mains d'Hermione qui refusait de le lâcher. « Je voudrais bien le garder, dit-elle le souffle court. Ça suffit, dit Ron en lui prenant le papier des mains pour le donner à Madame Pince. Ce ne sera pas difficile d'avoir un autre autographe. Lockhart signe tout ce qu'il trouve. Madame Pince examina attentivement le papier comme si elle était persuadée qu'il s'agissait d'un faux, mais elle fut obligée d'admettre
qu'il était authentique. Elle s'éloigna vers le fond de la salle et revint, quelques minutes plus tard, avec un gros livre un peu moisi. Hermione le rangea soigneusement dans son sac, et tous trois sortirent de la bibliothèque en s'efforçant de ne pas marcher trop vite, et d'avoir l'air le plus naturel possible. 5 minutes plus tard, ils s'étaient enfermés dans les toilettes de Mimi Géniard. Hermione avait rejeté les objections de Ron en faisant observer que c'était le dernier endroit où quelqu'un de sensé aurait l'idée de se rendre, et qu'ils avaient donc la garantie de ne pas être dérangés. Mimi pleurait bruyamment dans sa cabine, mais il n'y prêtait aucune attention, et elle-même ne s'intéressait pas à eux. Hermione ouvrit avec précaution le précieux volume, et tous trois se penchèrent sur les pages, piquetées de taches d'humidité. On comprenait au premier coup d'œil pourquoi le livre était conservé dans la réserve. Certaines potions avaient des effets si terrifiants qu'il y avait de quoi avoir la nausée en regardant les illustrations, notamment celle d'un homme qui semblait avoir été retourné comme un gant, et une autre représentant une sorcière avec des bras qui lui sortaient de la tête. « Ah, voilà !» dit Hermione d'un ton surexcité, alors qu'elle eut trouvé la page qui indiquait la recette du polynectar. Elle était accompagnée de dessins représentant plusieurs personnes aux différents stades de leur transformation en quelqu'un d'autre. Harry espérait de tout son cœur que l'expression de souffrance de leur visage n'était due qu'à l'imagination de l'artiste. « C'est la potion la plus difficile à préparer que j'ai jamais vue !» dit Hermione. « Chrysope, sangsue, cisimbre... et polygonum, murmura-t-elle en suivant du doigt la colonne d'ingrédients. Ça, c'est facile, on s'en sert en classe. Mais là, regardez, de la corne de bicorne en poudre. Je me demande où on va en trouver. Et de la peau de serpent d'arbre du Cap, ça aussi, c'est dur. Sans compter un petit morceau de celui dont on veut prendre l'apparence. Pardon, coupa Ron. Qu'est-ce que tu entends par un petit morceau de celui dont on veut prendre l'apparence ? Je refuse de boire un truc qui contiendrait un ongle d'orteil de crabe. Hermione fit semblant de ne pas l'avoir entendu. Mais on n'a pas besoin de s'en occuper maintenant. C'est au dernier moment qu'il faut le rajouter. Ron resta sans voix et se tourna vers Harry qui s'inquiétait d'autre chose. Tu te rends compte de tout ce qu'on va devoir voler ? De la peau de serpent d'arbre du Cap ? On ne s'en sert pas en classe. Il faudra aller chercher ça dans les réserves particulières de Rogue. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Hermione referma le livre d'un coup sec. « Si vous avez peur, tous les deux, c'est d'accord, » dit-elle. De grosses taches rouges s'étalaient sur ses joues et ses yeux étaient plus brillants qu'à l'ordinaire. « Je ne tiens absolument pas à faire des choses interdites, vous le savez bien, mais vouloir renvoyer les enfants de Moldu me paraît beaucoup plus grave que de préparer une potion un peu délicate. Si vous ne voulez pas qu'on sache si Malfoy est derrière tout ça, je retourne tout de suite rendre ce livre à Madame Pince et on n'en parle plus. Je ne me doutais pas qu'un jour, ce serait toi qui nous inciterais à faire des choses interdites, dit Ron. C'est d'accord. Allons-y, fabriquons la potion. Mais pas d'ongles de doigts de pied, d'accord ? Il faudra combien de temps pour préparer ça ? Demanda Harry. Hermione, qui avait retrouvé sa bonne humeur, rouvrit le livre. Étant donné que le cisimbre doit être cueilli à la pleine lune et qu'il faut faire cuire les chrysopes pendant 21 jours... Je pense qu'il faudra 1 mois en tout, si nous arrivons à réunir tous les ingrédients. 1 mois, dit Ron. D'ici là, Malfoy aura eu le temps d'attaquer tous les enfants de Moldu de l'école. Mais, allons-y. De toute façon, il n'y a que ça à faire. Toutefois, pendant qu'Hermione vérifiait qu'il n'y avait personne dans les environs, Ron murmura à l'oreille de Harry. Si tu arrivais à faire tomber Malfoy de son balai pendant le match de demain, ça nous éviterait beaucoup de travail. Harry se réveilla de bonne heure le samedi et resta allongé un bon moment en pensant au match de Quidditch qui devait avoir lieu quelques heures plus tard. Il appréhendait la réaction de Dubois au cas où Gryffondor perdrait, mais ce qui l'inquiétait le plus, c'était d'affronter une équipe montée sur les meilleurs balais qu'on puisse s'offrir. Jamais il n'avait eu un tel désir de battre les Serpentards. Au bout d'une demi-heure passée à ruminer ses pensées, il se leva et descendit prendre son petit déjeuner dans la grande salle où il retrouva les autres joueurs de Gryffondor, tendus et silencieux. Peu avant 11 heures, toute l'école prit la direction du stade. Au dehors, l'atmosphère était lourde et il y avait de l'orage dans l'air. Ron et Hermione se précipitèrent sur Harry pour lui souhaiter bonne chance à l'entrée des vestiaires. Les joueurs de Gryffondor revêtirent les robes rouges de leur équipe, puis s'assirent pour écouter l'habituel discours d'encouragement qu'Olivier Dubois prononçait avant chaque match. « Les Serpentards ont de meilleurs balais que nous, dit-il. Il ne servirait à rien de le nier. Mais nous avons de meilleurs joueurs sur nos balais. Nous sommes beaucoup mieux entraînés qu'eux, nous avons volé par tous les temps. Ça, c'est vrai, marmonna George Weasley. Je n'ai jamais réussi à me sécher vraiment depuis le mois d'août. Et nous allons leur faire regretter le jour où ils se sont vendus à ce petit détritus de Malfoy. Le visage grave, Dubois se tourna vers Harry. C'est toi, Harry, qui devra leur montrer qu'il ne suffit pas d'avoir un père riche pour être un attrapeur digne de ce nom. Saisis-toi du vif d'or avant Malfoy. Donne ta vie pour ça si c'est nécessaire, Harry, car aujourd'hui il faut absolument que nous remportions la victoire. Il le faut.
Sans vouloir te mettre la pression, Harry, dit Fred en lui adressant un clin d'œil. Une immense clameur monta des tribunes lorsqu'ils pénétrèrent sur le terrain. Les acclamations dominaient, car les supporters de Serdaigle et de Poufsouffle souhaitaient eux aussi la défaite des Serpentards, mais ces derniers comptaient suffisamment de partisans pour qu'on entende également des sifflets et des huées. Madame Bibine, le professeur de Quidditch, demanda à Flint et à Dubois de se serrer la main, ce qu'ils firent en échangeant des regards menaçants et en s'écrasant mutuellement les doigts. « Attention à mon coup de sifflet !» dit Madame Bibine. « 3, 2, 1... » Accompagnés par les hurlements de la foule, les 14 joueurs s'élevèrent alors dans les airs sous un ciel de plomb. Harry volait au-dessus des autres, cherchant le vif d'or des yeux. « Ça va, le balafré ?» lança Malfoy, enfilant comme une fusée juste au-dessous de lui pour faire une démonstration de la vitesse de son balai. Mais Harry n'eut pas le temps de répliquer. Au même moment, un gros cognard noir fonça sur lui et il l'évita de si peu qu'il sentit un coup de vent décoiffer ses cheveux au passage. « C'était tout juste, Harry !» dit George en passant devant lui, sa batte à la main, prêt à dévier le cognard vers un joueur de l'équipe adverse. Harry vit George donner un puissant coup de batte sur les cognards qu'il envoya en direction d'Adrian Pussey, un des joueurs de Serpentard, mais le cognard changea de trajectoire et revint aussitôt vers Harry. Harry descendit en piqué pour l'éviter et George parvint à envoyer le cognard vers Malfoy. Mais cette fois encore, le cognard changea de direction et revint vers Harry comme un boomerang. Harry accéléra brutalement et fila à l'autre bout du terrain. Il entendait derrière lui le cognard qui le suivait en sifflant. Que se passait-il? D'habitude, les cognards ne s'acharnaient jamais sur un seul joueur. Ils avaient au contraire pour rôle de désarçonner le plus de joueurs possible en les attaquant au hasard. Fred Weasley attendait le cognard à l'autre extrémité du terrain. Harry baissa la tête tandis que Fred frappait de toutes ses forces le cognard qui dévia enfin de sa course. « Et voilà, c'est fait !» s'exclama Fred d'un ton triomphant. Il avait tort. Attiré comme un aimant, le cognard fonça à nouveau sur Harry, qui fut obligé de prendre la fuite à la vitesse maximum. Il avait commencé à pleuvoir, et Harry sentait de grosses gouttes s'écraser sur son visage en éclaboussant ses lunettes. Il n'avait aucune idée de la façon dont le match se déroulait jusqu'à ce qu'il entende Lee Jordan annoncer « Serpentard mène par 60 points à 0 !» Sans aucun doute, les balais des Serpentards montraient leur supériorité et pendant ce temps-là, le cognard fou faisait tout ce qu'il pouvait pour essayer d'abattre Harry. Fred et George étaient obligés de voler si près de lui pour le protéger que Harry n'avait plus aucune chance d'apercevoir le vif d'or, encore moins de l'attraper. Quelqu'un a trafiqué ce cognard, grommela Fred en brandissant sa batte de toutes ses forces pour le détourner d'une nouvelle attaque contre Harry. Il faut siffler un temps mort, dit George qui essaya de faire signe à Dubois et donna en même temps un coup de batte au cognard, l'empêchant ainsi de casser le nez de Harry. De toute évidence, Dubois avait reçu le message. Madame Bibine lança le coup de sifflet salvateur et Harry, Fred et George foncèrent vers le sol, essayant toujours d'éviter le cognard fou. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Dubois aux joueurs de Gryffondor sous les moqueries des supporters de Serpentard. « On est en train de se faire écraser !» Fred, George, qu'est-ce que vous fabriquiez quand le cognard a empêché Angelina de marquer? On était à 10 mètres au-dessus à essayer d'arrêter l'autre cognard qui voulait fracasser le crâne de Harry, répliqua George avec colère. Quelqu'un l'a trafiqué! Il n'a pas arrêté de harceler Harry sans jamais s'en prendre à personne d'autre! Les Serpentards ont dû l'ensorceler. Pourtant, les cognards sont restés sous clé dans le bureau de Madame Bibine depuis notre dernière séance d'entraînement. Et ils étaient parfaitement normaux à ce moment-là, dit Dubois d'une voix inquiète. Madame Bibine se dirigeait vers eux. Derrière elle, Harry voyait l'équipe des Serpentards qui le montrait du doigt en lançant des colibés. En tout cas, dit Harry à Fred et à George, tandis que Madame Bibine approchait, si vous me volez autour sans arrêt, je n'arriverai jamais à attraper le vif d'or, sauf s'il vient se prendre dans ma manche. Alors occupez-vous des autres joueurs, je me charge du cognard fou. Ne sois pas idiot, dit Fred. Il va t'arracher la tête. Olivier, c'est une absurdité, dit Alicia Spinett d'un ton furieux. On ne peut pas laisser Harry tout seul face à ce machin. Il faut demander une enquête. Si on interrompt le match, ça veut dire qu'on déclare forfait, protesta Harry. Et on ne va quand même pas laisser la victoire au Serpentard à cause d'un cognard fou. Il faut que je me débrouille tout seul. C'est entièrement ta faute, dit Fred, furieux, à Olivier. Saisis-toi du vif d'or, donne ta vie pour ça si c'est nécessaire. Quel idiot aussi de dire des choses pareilles. Madame Bibine venait de les rejoindre. Prêt à reprendre le match? Demanda-t-elle à Dubois. Celui-ci jeta un coup d'œil à Harry qui paraissait toujours aussi déterminé. Oui, répondit Dubois. Fred et George, vous avez entendu Harry? Laissez-le se débrouiller tout seul avec le cognard. La pluie tombait drue, à présent. Au coup de sifflet de Madame Bibine, Harry s'éleva dans les airs et entendit bientôt derrière lui le sifflement qui trahissait la présence du cognard fou. Harry monta de plus en plus haut, dans une suite de cercles, de tonneaux, de zigzags, de piquets et de remontées en chandelle pour éviter son poursuivant. Un peu étourdi, il gardait les yeux grands ouverts. La pluie martelait ses lunettes et des gouttes pénétrèrent dans ses narines lorsqu'il se retourna la tête en bas pour échapper à une nouvelle attaque du cognard. Il entendait les spectateurs rire
courir sur les gradins. Il savait qu'il devait avoir l'air ridicule en exécutant toutes ces figures, mais elles étaient efficaces, car le cognard était lourd et ne pouvait pas changer de direction aussi facilement que lui. Il se lança ainsi dans un exercice de montagne russe tout autour du stade, tout en observant, à travers le rideau de pluie, les buts de Gryffondor qui subissaient une attaque d'Adrien Pesset. Un sifflement aux oreilles de Harry lui indiqua que le cognard venait de le frôler à nouveau. Il prit aussitôt un virage serré et fila dans la direction opposée. « Tu prépares un balai aérien, Potter ?» cria Malfoy, alors que Harry était contraint de faire une sorte de pirouette ridicule pour éviter le cognard. Harry fila à toute vitesse, le cognard le suivant de près. Il se retourna vers Malfoy avec un regard de haine et aperçut alors le vif d'or qui voltait à quelques centimètres au-dessus de l'oreille gauche de Malfoy. Celui-ci, trop occupé à se moquer de lui, ne l'avait pas vu. Pendant un terrible moment, Harry resta sur place, sans oser foncer sur Malfoy, de peur qu'il ne lève les yeux et aperçoive à son tour le vif d'or. Vlam! Harry avait hésité un instant de trop, et le cognard venait de l'atteindre de plein fouet en lui cassant le bras. Étourdi par une douleur fulgurante, il glissa à côté sur le manche de son balai, ruisselant de pluie, son bras droit inerte, le long de son flanc. Le cognard lança alors une deuxième attaque, en essayant cette fois de le frapper au visage. Harry fit une embardée en n'ayant plus qu'une seule idée dans son cerveau embrumé: foncer sur Malfoy. Aveuglé par la pluie et la douleur, il fondit sur le visage luisant et goguenard de Drago Malfoy, qui écarquilla soudain les yeux d'un air terrorisé, persuadé que Harry l'attaquait. « Qu'est-ce que » s'exclama-t-il en s'enfuyant de toute la vitesse de son balai. Harry lâcha le balai que tenait sa main valide et fit un geste désespéré pour essayer d'attraper le vif d'or. Il sentit alors ses doigts se refermer sur la petite sphère glacée, mais il ne tenait plus le balai qu'avec ses jambes. Sur les gradins, la foule des spectateurs se mit à hurler lorsqu'il plongea droit vers le sol en essayant de toutes ses forces de ne pas s'évanouir. Avec un bruit sourd, il tomba dans la boue qui recouvrait le terrain et roula par terre, son bras tordu formant un angle inquiétant. Terrassé par la douleur, il entendit vaguement les cris et les sifflets qui retentissaient autour de lui, puis il tourna les yeux vers le vif d'or, qu'il serrait dans sa main valide. « On a gagné » murmura-t-il, et il s'évanouit. Lorsqu'il reprit connaissance, il était toujours allongé sur le terrain, la pluie continuait de lui marteler le visage, et quelqu'un était penché sur lui. Harry vit une rangée de dents étincelantes. « Oh non, pas vous !» gémit-il. « Il ne sait plus ce qu'il dit !» lança Lockhart d'une voix claironnante à l'adresse des élèves de Gryffondor qui se pressaient autour de lui, l'air anxieux. « Ne t'inquiète pas, Harry, je vais soigner ton bras. »« Non !» protesta Harry. « Je préfère le garder comme ça. » Il essaya de se relever, mais la douleur était atroce. Il entendit alors un déclic familier à côté de lui. « Je n'ai pas besoin de photos maintenant, Colin !» s'écria-t-il avec force. « Reste allongé, Harry !» dit Lockhart d'une voix apaisante. « C'est un sortilège très simple que j'ai souvent utilisé. »« Je préfère aller à l'infirmerie, » dit Harry les dents serrées. « Ce serait préférable, professeur » approuva un Dubois couvert de boue qui ne pouvait s'empêcher de sourire largement malgré la blessure de son attrapeur. « Bravo, Harry, c'était magnifique, très spectaculaire. Le plus joli coup que tu aies réussi jusqu'à maintenant. » À travers les rangées de jambes alignées autour de lui, Harry aperçut Fred et George Weasley qui s'efforçaient à grand-peine d'enfermer dans sa boîte le cognard fou toujours acharné à en découdre. « Reculez-vous » dit Lockhart en retroussant les manches de sa robe d'un vert de jade. « Non, pas ça !» protesta faiblement Harry. Mais Lockhart continua à faire des moulinets avec sa baguette magique qu'il pointa soudain sur le bras de Harry. Une sensation étrange et désagréable se répandit aussitôt dans son bras, depuis l'épaule jusqu'au bout des doigts. Il avait l'impression que son bras se dégonflait comme un vieux pneu. Les yeux fermés, il n'osait pas regarder ce qui se passait, mais ses pires craintes se trouvèrent confirmées lorsqu'il entendit autour de lui des exclamations stupéfaites auxquelles se mêlait le cliquetis frénétique d'un appareil photo. Son bras ne lui faisait plus mal. Il avait même l'impression de ne plus en avoir du tout. « Oui, en effet, » dit Lockhart. « C'est une chose qui peut se produire de temps en temps, mais l'essentiel, c'est que les os ne sont plus cassés. C'est surtout ça qu'il faut avoir à l'esprit. Et bien voilà, Harry, il ne te reste plus qu'à aller à l'infirmerie. Monsieur Weasley, Miss Granger, pouvez-vous l'accompagner là-bas, s'il vous plaît? Madame Pomme-Fraîche n'aura qu'à arranger ça. » Lorsque Harry se releva, il se sentit étrangement bancal. Il prit une profonde inspiration et se résolut à regarder dans quel état se trouvait son bras. Il faillit alors s'évanouir à nouveau. Ceux qu'il voyait dépasser de sa manche ressemblaient à un gros gant en caoutchouc couleur chair. Il essaya de remuer ses doigts, mais rien ne se produisit. Lockhart n'avait pas ressoudé les os, il les avait fait disparaître.
Madame Pomme Fraîche était furieuse. Vous auriez dû venir immédiatement ici. Fulmina-t-elle en soulevant le bras amorphe et sans vie de Harry. Je peux ressouder les os en quelques secondes, mais les faire repousser, vous allez y arriver, n'est-ce pas? Demanda Harry désespéré. J'y arriverai, sans aucun doute. Mais ce sera douloureux, dit Madame Pomme Fraîche d'un air sombre en jetant un pyjama à Harry. Il faudra passer la nuit ici. Hermione attendit derrière le rideau qui entourait le lit de Harry pendant que Ron l'aidait à enfiler son pyjama. Il fallut un certain temps pour faire entrer le bras caoutchouteux dans la manche de la veste. Alors, Hermione, tu admires toujours autant Lockhart maintenant, dit Ron à travers le rideau. Si Harry avait eu envie d'être transformé en mollusque, il l'aurait demandé. Tout le monde peut commettre des erreurs, répondit Hermione. D'ailleurs, ça ne te fait plus mal, n'est-ce pas, Harry? Non, dit Harry. L'ennui, c'est que ça ne me fait plus rien du tout. Lorsqu'il se laissa tomber sur le lit, son bras rebondit comme un bout de chiffon. Hermione et Madame Pomme Fraîche passèrent de l'autre côté du rideau. Madame Pomme Fraîche tenait dans sa main une grande bouteille dont l'étiquette indiquait « Poussos ». Tu vas passer une mauvaise nuit, prévint-elle en versant le liquide fumant de la bouteille dans un bol qu'elle lui tendit. Faire repousser des os, ça fait mal. Lorsqu'il avala le liquide, Harry avait la bouche et la gorge en feu, et il se mit à tousser. Madame Pomme Fraîche s'en alla, pestant contre les sports dangereux et les professeurs incompétents, et laissa le soin à Ron et à Hermione d'aider Harry à avaler un peu d'eau. On a quand même gagné, dit Ron avec un large sourire. Vraiment incroyable la façon dont tu as attrapé le vif d'or. Il fallait voir la tête de Malfoy. Il avait l'air prêt à tuer. J'aimerais bien savoir ce qu'il a fabriqué avec ce cognard, dit sombrement Hermione. On peut ajouter ça à la liste des questions qu'il faudra lui poser quand on aura pris le polynectar, dit Harry en s'enfonçant dans ses oreillers. J'espère au moins que ça a meilleur goût que cette horreur. Tu rigoles. S'il y a des bouts de serpentard dedans, c'est impossible, dit Ron. À ce moment, la porte de l'infirmerie s'ouvrit à la volée. Sale et ruisselant, les joueurs de l'équipe de Gryffondor venaient saluer Harry. « Extraordinaire ce que tu as fait, Harry !» dit George. « Je viens de voir Marcus Flint passer un savon à Malfoy en hurlant qu'il avait le vif d'or juste au-dessus de sa tête et qu'il ne l'a même pas vu. Malfoy n'emmenait pas large, tu peux me croire. » Ils avaient apporté des gâteaux, des bonbons et du jus de citrouille. Ils s'installèrent autour du lit et improvisèrent ce qui promettait d'être une belle fête lorsque Madame Pomme Fraîche surgit soudain en hurlant. « Ce garçon a besoin de repos. Il faut lui faire repousser 33 os. Alors dehors, dehors !» Et Harry se retrouva tout seul, sans autre distraction que la douleur lancinante qui lui transperçait le bras. Des heures plus tard, Harry se réveilla soudain dans le noir et laissa échapper un petit cri de douleur. Il avait l'impression à présent que son bras était rempli d'échardes. Pendant un instant, il crut que c'était ce qui l'avait réveillé. Mais il poussa un cri d'horreur en se rendant compte que quelqu'un était en train de lui éponger le front dans l'obscurité. « Laissez-moi tranquille !» s'exclama Harry. Puis, soudain, il reconnut Dobby. Les yeux énormes de l'elfe, aussi gros qu'une balle de tennis, contemplaient Harry dans les ténèbres et une larme coulait le long de son nez pointu. « Harry Potter est revenu à l'école !» murmura-t-il consterné. « Dobby n'a pas cessé de mettre en garde Harry Potter. Ah, monsieur, pourquoi n'avez-vous pas écouté Dobby? Pourquoi Harry Potter n'est-il pas retourné chez lui après avoir raté le train ?» Harry se souleva sur ses oreillers et repoussa l'éponge que Dobby lui passait sur le front. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» dit-il. « Et comment sais-tu que j'ai raté le train ?» Les lèvres de Dobby se mirent à trembler et Harry eut tout à coup un soupçon. « C'était toi, » dit-il lentement. « C'est toi qui as bloqué la barrière. »« C'est vrai, monsieur, » dit Dobby. Il hocha vigoureusement la tête et ses oreilles se mirent à battre comme des ailes. « Dobby s'est caché. Il a attendu Harry Potter et il a bloqué la barrière. » Après ça, Dobby s'est brûlé les mains avec un fer à repasser pour se punir. Il montra à Harry ses longs doigts entourés de bandages. Mais Dobby s'en fichait, monsieur, car il pensait que Harry Potter était en sécurité et jamais Dobby n'aurait cru que Harry Potter puisse arriver à l'école par d'autres moyens. Il se balançait d'avant en arrière en hochant sa grosse tête repoussante. Dobby a reçu un tel choc quand il a appris que Harry Potter était revenu à Poudlard qu'il a laissé brûler le dîner de son maître. Jamais Dobby n'a reçu une telle correction, monsieur. Harry se laissa retomber sur ses oreillers. « À cause de toi, on a failli être renvoyés, Ron et moi, » dit-il d'un ton féroce. « Tu ferais mieux de filer d'ici avant que mes os aient repoussé, sinon je t'étrangle. » Dobby eut un faible sourire. « Dobby est habitué aux menaces de mort, monsieur. Dobby en reçoit 5 fois par jour dans la maison de ses maîtres. » Il se moucha dans un recoin de la tête d'oreiller crasseuse qui lui tenait lieu de vêtements. Il avait l'air si pitoyable que Harry sentit malgré lui sa colère le quitter. «
Pourquoi t'habilles-tu avec cette chose, Dobby demanda-t-il intrigué. Ça, monsieur, Dit Dobby en montrant la tête d'oreiller. c'est un signe distinctif des elfes de maison. Ils sont tenus en esclavage, monsieur, et Dobby ne peut être libéré que si ses maîtres lui offrent des vêtements. Aussi, la famille fait bien attention à ne rien donner à Dobby, pas même une chaussette, monsieur, car alors il serait libre de quitter à tout jamais la maison. Dobby essuya ses gros yeux et s'écria soudain. Harry Potter doit retourner chez lui. Dobby croyait que son cognard suffirait à... Ton cognard s'exclama Harry en sentant la colère revenir. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est toi qui as essayé de me tuer avec ce cognard? Pas de vous tuer, monsieur, surtout pas vous tuer. Dit Dobby l'air choqué. Dobby veut sauver la vie de Harry Potter. Mieux vaut qu'il rentre chez lui grièvement blessé plutôt que de rester ici, monsieur. Dobby voulait simplement que Harry Potter soit suffisamment blessé pour être renvoyé chez lui. Ah bon, c'est tout? Dit Harry avec fureur. Et j'imagine que tu ne veux pas me dire pourquoi tu tiens tant à me renvoyer chez moi en petits morceaux. Ah, si seulement Harry Potter savait. Gémit Dobby en versant à nouveau des larmes sur sa tête d'oreiller en lambeaux. S'il savait ce qu'il représente pour nous, les humbles, les esclaves, nous, le rebut du monde de la magie. Dobby se souvient comment c'était quand celui dont on ne doit pas prononcer le nom était au sommet de sa puissance. Nous, les elfes de maison, étions traités comme de la vermine, monsieur. Oh, bien sûr, Dobby est toujours traité ainsi. Admit-il en s'essuyant le visage avec sa tête d'oreiller. Mais pour beaucoup d'entre nous, la vie s'est améliorée depuis que vous avez triomphé de celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Harry Potter a survécu et le pouvoir du Seigneur des Ténèbres a été brisé. Ce fut une aube nouvelle, monsieur, et Harry Potter brillait comme une flamme d'espérance pour ceux d'entre nous qui pensaient que jamais les jours sombres ne finiraient. Mais maintenant, à Poudlard, des choses terribles se préparent, peut-être même qu'elles se produisent en cet instant, et Dobby ne peut pas laisser Harry Potter demeurer ici, à présent que l'histoire est sur le point de se répéter, à présent que la chambre des secrets a été ouverte une nouvelle fois. À cet instant, Dobby se figea, comme frappé d'horreur, puis il saisit sur la table de chevet la carafe d'eau qu'il abattit sur sa propre tête. Il s'effondra sous le choc et réapparut un instant plus tard, en louchant et en marmonnant. Méchant Dobby, très méchant Dobby. Donc il existe bien une chambre des secrets, murmura Harry. Et tu dis qu'elle a été ouverte une nouvelle fois? Ça veut dire qu'elle a déjà été ouverte dans le passé? Raconte-moi, Dobby. Il attrapa le poignet squelettique de l'elfe qui essayait de prendre à nouveau la carafe. Je ne suis pas né de parents moldus, dit Harry. Alors pourquoi devrais-je avoir peur de ce que contient la chambre? Ah, monsieur, ne demandez plus rien. Oh, pauvre Dobby! Balbutia l'elfe, les yeux exorbités. Il se prépare de sombres actions dans ce château, et Harry Potter ne doit plus s'y trouver lorsqu'elles se produiront. Retournez chez vous, Harry Potter. Harry Potter ne doit pas être mêlé à ça, monsieur, c'est trop dangereux. Qui est-ce, Dobby? Demanda Harry en tenant fermement le poignet de l'elfe pour l'empêcher de se donner un coup de carafe sur la tête. Qui a ouvert la chambre? Et qui l'avait ouverte avant? Dobby ne peut rien dire, monsieur. Dobby ne doit rien dire. Couina l'elfe. Rentrez chez vous, Harry Potter. Rentrez chez vous. Il n'est pas question que je parte d'ici, répliqua Harry d'un ton féroce. L'une de mes meilleures amies est née de parents moldus. Elle sera l'une des premières cibles si la chambre a vraiment été ouverte. Harry Potter risque sa propre vie pour ses amis. Gémit Dobby dans une sorte d'extase pitoyable. Il est si noble, si courageux, mais il doit sauver sa propre vie. Il le faut, Harry Potter ne doit pas. Dobby se figea soudain, ses grandes oreilles frémissantes. Harry avait également entendu les bruits de pas qui provenaient du couloir. Dobby doit partir, souffla l'elfe, l'air terrifié. Il y eut un craquement sonore et la main de Harry, qui tenait le poignet de Dobby, se referma sur le vide. Il se laissa aussitôt retomber sur le lit, les yeux fixés sur la porte de l'infirmerie, tandis que les pas se rapprochaient. Un instant plus tard, Dumbledore pénétra dans la salle à reculons. Il était vêtu d'une longue robe de chambre et coiffé d'un bonnet de nuit. Il portait l'extrémité d'un objet long qui semblait être une statue. Le professeur McGonagall apparut à son tour, portant l'autre bout de la statue qu'ils déposèrent sur un lit. « Allez chercher Madame Pomme-Fraîche » murmura Dumbledore. Le professeur McGonagall passa devant le lit de Harry et disparut. Harry resta immobile en faisant semblant de dormir. Il entendit des voix qui parlaient précipitamment et le professeur McGonagall revint dans la salle, suivi de Madame Pomme-Fraîche qui enfilait un cardigan sur sa chemise de nuit. « Que s'est-il passé » chuchota Madame Pomme-Fraîche en se penchant sur la statue. «
Une nouvelle agression, répondit Dumbledore. Minerva l'a trouvé dans l'escalier. Il y avait une grappe de raisin à côté de lui, dit le professeur McGonagall. Je pense qu'il voulait rendre visite à Potter. Harry sentit son estomac se contracter douloureusement. Avec précaution, il se souleva de quelques centimètres pour voir la statue allongée sur le lit. La lueur d'un rayon de lune lui permit de reconnaître le visage de Colin Creevy. Il avait les yeux grands ouverts et ses mains tendues devant lui tenaient son appareil photo. « Pétrifié ?» murmura Madame Pomme-Fraîche. « Oui, répondit le professeur McGonagall. Mais je frissonne rien que d'y penser. Si Albus n'était pas descendu à ce moment-là, qui sait ce qui aurait pu... » Tous trois observèrent longuement Colin Creevy. Puis Dumbledore se pencha et arracha l'appareil photo de ses mains figées. « Vous pensez qu'il aurait pu prendre une photo de son agresseur ?» demanda précipitamment le professeur McGonagall. Dumbledore ne répondit pas. Il ouvrit l'appareil. « Miséricorde !» s'exclama Madame Pomme-Fraîche. Un jet de vapeur jaillit en sifflant de l'appareil photo, et Harry sentit une odeur âcre de plastique brûlé. « Fondu !» dit Madame Pomme-Fraîche d'un air songeur. « La pellicule a entièrement fondu. Qu'est-ce que ça signifie, Albus ?» demanda le professeur McGonagall d'une voix inquiète. « Cela signifie, répondit Dumbledore, que la chambre des secrets a bel et bien été ouverte une deuxième fois. » Madame Pomme-Fraîche plaqua une main contre sa bouche. Le professeur McGonagall regarda Dumbledore avec de grands yeux ronds. « Mais Albus, qui... » « La question n'est pas de savoir qui, répliqua Dumbledore, les yeux fixés sur Colin, mais de savoir comment. » Et d'après ce que Harry pouvait voir du visage de McGonagall, elle ne semblait pas comprendre mieux que lui ce que Dumbledore avait voulu dire.